La mer Méditerranée souffre. Surpêche, destruction du littoral, pollution. Toutes ces nuisances bouleversent sa vie marine. En France, un minuscule territoire échappe à ce déclin, l'île de Porquerolles. Depuis 60 ans, cette île est le cœur du plus ancien parc terrestre et marin d'Europe. Ici, la nature a évolué sans contrainte et l'on peut y découvrir ce qui a disparu ailleurs en Méditerranée. L'île est recouverte d'une forêt dense où s'épanouissent des arbres centenaires qui atteignent des tailles impressionnantes. C'est un laboratoire vivant qui surprend chaque jour ceux qui sont en charge de sa protection. Sous l'eau, des prairies sous-marines âgées de plusieurs milliers d'années offrent un refuge à de nombreuses formes de vie, des plus simples aux plus extravagantes. L'île est un modèle où s'expriment les prodigieux mécanismes d'une nature préservée des humains. À l'heure du changement climatique, Porquerolles détient peut-être des solutions pour l'avenir de toute la planète. À peine une heure de traversée depuis le continent pour rejoindre l'île de Porquerolles. Aucune voiture ni vélo n'est autorisée dans ce paradis de nature terrestre et sous-marin. Située dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, c'est la plus petite des îles d'Hyères, à peine 7 km². C'est aussi la plus sauvage et la plus préservée. Les aménagements touristiques se limitent à la zone du port. Seuls 35 habitants sont autorisés à y vivre toute l'année. Jérémy Jourdan est l'un des 6 gardes-moniteurs en charge de la protection de l'île. Aujourd'hui, il accueille Annie Aboukaya, une botaniste spécialiste de la flore méditerranéenne. Chaque printemps est l'occasion pour Annie d'étudier des merveilles botaniques menacées de disparition partout ailleurs. Elle a rendez-vous avec une fleur très rare. Aujourd'hui, je suis venue pour voir un petit peu la remuée de Florent, comment elle s'exprime cette année, etc. Okay. etc. Je pense qu'on peut aller faire un tour sur Pourmont. Là, il fait beau aujourd'hui, avoir risque de sortir. C'est pas trop tard? Ben, je ne sais pas trop, comme c'est une année sèche, je sais pas trop. Ben, on peut aller voir, comme ça on sera fixé. La romulée de Florent que cherche Annie est une plante discrète, difficile à trouver. Sa fleur ne s'ouvre que quelques jours par an et uniquement quand le soleil est au zénith. À Porquerolles, le printemps et l'été sont synonymes de sécheresse. Pour vivre, les plantes ont inventé des stratagèmes. Des tiges charnues qui stockent la moindre goutte d'eau, des formes ramassées pour limiter l'évaporation ou des feuilles en gouttière pour récupérer la rosée du matin. Début avril, les grandes asphodèles se pressent pour se reproduire avant les fortes chaleurs de l'été. Donc là, on a l'asphodèle rameuse en pleine floraison avec déjà des fruits qui commencent à se former. Donc c'est vraiment un beau moment.
l'herbe à chat. J'adore cette odeur. J'adore ça. Ça sent trop bon. Il est presque midi. Annie presse le pas pour ne pas rater son rendez-vous avec la plante la plus rare de l'île. L'an dernier, on l'a vu quelque part par là. Oui, on a de la chance. Elle est là. La remuée de Florent. C'est une année très sèche. J'avais un petit peu peur que la plante soit déjà passée. Or, elle est encore magnifique, en pleine floraison. Et il y a une population en plus non négligeable. La remuée de Florent, c'est une plante de la famille du crocus, c'est un mini crocus. Et puis, elle a une corolle vraiment magnifique, violet foncé. Et puis après, bon, on ne la verra plus parce qu'elle sera en fruits, en graines. Et puis, elle passera l'été uniquement sous la forme du bulbe sous terre. Cette espèce est présente depuis plusieurs millénaires. C'est assez émouvant de croiser quelque chose qui est un peu l'équivalent d'un fossile, mais vivant. Si elle venait à disparaître, on serait très très affecté. Au niveau de la beauté, quand même, ne plus pouvoir contempler cette espèce, ce serait dommage. La remuée de Florent est aujourd'hui protégée. C'est une bonne nouvelle pour Annie. Mais l'année prochaine, sa fleur préférée sera-t-elle encore au rendez-vous? L'île de Porquerolles est un conservatoire de la biodiversité. La navigation, la pêche, la plongée sous-marine y sont très réglementées. Ces eaux limpides, d'une remarquable richesse, sont peuplées de myriades de poissons. Par centaines, les saupes, comme les mulets, s'abandonnent en toute quiétude au rythme des vagues. Ils s'écartent devant les seigneurs des lieux, les mérous bruns. Avant la création du parc, en 1963, les mérous avaient presque totalement disparu, victimes de la pêche et de la chasse sous-marine. Leur sauvetage et leur retour à Porquerolles est le résultat d'un long combat qu'a mené le biologiste marin Jo Harmelin. Moratoire après moratoire, il a obtenu, avec d'autres, l'interdiction totale de la pêche aux mérous bruns dans les eaux territoriales françaises. À 85 ans, il s'apprête à plonger avec l'écologue marin Jean-Michel Cotalorda, un autre grand protecteur des mérous. Les deux amis ne comptent plus leurs innombrables explorations des eaux de la Gabinière, un îlot satellite de Porquerolles, qui abrite aujourd'hui la plus importante concentration de mérous en Méditerranée. Jo se souvient avec émotion de ses premières plongées, il y a plus de 60 ans. Je peux dire 1966. À l'époque, le destin des mérous bruns n'intéressait personne, et l'espèce était proche de l'extinction. Oui, oui, et on voyait quasiment pas de mérous, quoi. C'est-à-dire en une plongée, tu en voyais combien? 1, 2. Pas plus que ça. Incroyable. Jo Harmelin est un repenti. Dans sa jeunesse, il pratiquait en champion la chasse sous-marine. C'était à l'époque une activité très en vogue dans toute la Méditerranée. Tout le long de la côte de Provence et de la Riviera, il y avait des mérous. Et puis les hommes se sont mis à l'eau avec des arbalètes.
Pour un chasseur posé avec un gros poisson, ben, c'est toujours un trophée. Hein. C'est dans l'esprit de l'homme. Hein. Il y a des milliers de photos comme ça où on parade avec d'énormes poissons. Ces quelques chasseurs, ils se disaient la mer, c'est la corne d'abondance, donc petit à petit, ils ont appauvri tous les gros poissons globalement. Aujourd'hui, Joe est heureux de quitter son laboratoire de recherche dès qu'il en a l'occasion. Chaque nouvelle plongée est une opportunité de découverte. À seulement 10 mètres de profondeur, la féerie commence. Les plongeurs sont accueillis par une nuée de petites castagnoles, dont la nageoire caudale en ciseaux évoque la queue des hirondelles. Joe s'étonne de la taille d'une araignée de mer. Il n'en a pas vu d'aussi grande depuis longtemps. Les corbes, à l'élégante silhouette, ont pratiquement disparu partout ailleurs en Méditerranée. Ici, ils se déplacent en famille, pouvant regrouper plusieurs dizaines d'individus. Finalement, le plongeur retrouve celui qu'il considère maintenant comme un ami. Calme, indolent, un mérou brun semble l'attendre. Longtemps, les mérous ont fui les plongeurs, en se réfugiant dans les profondeurs. Aujourd'hui, on les compte par dizaines à quelques mètres seulement de la surface. Ils n'ont plus peur de l'homme, et la curiosité mutuelle est redevenue possible. Alors Jo, ça n'a plus. Il y avait du monde, hein? Ah ouais, c'est extraordinaire. Tout près, dans 10 mètres d'eau, c'est formidable. Tous les poissons étaient là et c'était assez formidable. C'était la vie résumée en une plongée. Moi, c'est ça qui m'a bien fait plaisir aussi. C'est typique d'une aire protégée depuis très longtemps. C'est pour ça. Voilà. Ah, c'était magnifique.
C'est à la fois la taille des poissons, le nombre et le comportement. Voilà. Tout ça qui change quand le poisson n'est pas perturbé, trop bêché, évidemment, et qu'il a des rapports avec le plongeur tout à fait calme. Ça fait plaisir. Ça, au fil des années, je m'en lasse pas. Des années, des décennies. Et c'est simplement de plus en plus beau, je trouve. Le royaume sous-marin des mérous de Porquerolles ouvre ses portes aux chercheurs. C'est un des rares endroits en Méditerranée où ils peuvent les approcher et les observer dans leur intimité. Généralement sombre, la robe du mérou s'éclaircit en fonction de son humeur. Comme lors d'une parade amoureuse ou d'un combat entre deux mâles. Autre particularité, le mérou change de sexe au cours de son existence. Il naît femelle, puis, entre 5 et 12 ans, il devient mâle jusqu'à la fin de sa vie. Les plus vieux atteignent l'âge respectable de 60 ans et mesurent plus d'1 mètre. Dans les eaux de Porquerolles, le long des tombants de la Gabinière, les mérous ont trouvé leur havre de paix. Sur Terre, l'exubérance naturelle s'exprime aussi. La presque totalité de l'île est recouverte d'une forêt dense et très diversifiée. Cette végétation forme un labyrinthe inextricable dans lequel s'aventurer prend des allures d'expédition du bout du monde. Francis Dor est chef de secteur du parc. Il accompagne aujourd'hui Frédéric Médaille, chercheur en écologie méditerranéenne. Frédéric étudie l'évolution de cette forêt qui s'est développée naturellement après les destructions massives dont elle a été victime. Au nord de l'île, les ruines d'une ancienne usine de soude témoignent de son passé industriel. Au début du 19e siècle, ces usines très polluantes avaient été installées sur les îles d'Hyères pour préserver le continent des pollutions qu'elles provoquaient. Donc là, sur la droite, on a peut-être la partie la plus intéressante et visible de ces ruines de l'usine de soude. Ah, d'accord. On voit ce qui devait être des fours. Il y avait de l'alimentation en eau. On voit des petits caniveaux qui permettaient d'alimenter en eau. On va continuer notre progression, parce que en fait, ces ruines sont très étendues. Il y avait 3 bâtiments. Ouais, c'était quand même assez étendu. Hein, ah, oui, c'est des centaines de mètres carrés. Donc le combustible de l'époque, qu'est-ce que c'était? C'était le bois. Donc l'impact sur Porquerolles a été ravageur en termes forestiers, parce que quasiment toute la végétation est passée comme combustible dans l'usine de soude. Dévasté, ravagé, pollué, difficile d'imaginer aujourd'hui tous les dommages que l'île a endurés. Après la fermeture de l'usine de soude en 1825, Porquerolles a été abandonné. Peu à peu, la forêt a repris possession du territoire. C'est cette renaissance que Frédéric Médaille vient étudier.
Le premier étage de végétation, c'est avec le lentisque, hein, qui sont déjà des arbres, lentisques, arbousiers. Et puis au-dessus, on a déjà de beaux individus de chênes verts. Et au-dessus encore, hein, qui a un très très bel individu de pin d'Alep, remarquable par sa hauteur. Hein. C'est incroyable qu'en l'espace de 200 ans, on ait ce tronc, ce fût aussi imposant. L'île de Porquerolles est un des rares endroits en Méditerranée où les arbres échappent à la voracité des promoteurs et aux flammes des incendies. Ici, ils meurent de vieillesse, signe d'un écosystème en pleine santé. On voit très bien à l'heure actuelle que le pin d'Alep, petit à petit, est en train de mourir. Et on voit de plus en plus des individus qui chutent. Hein. Ça crée ce que l'on appelle des chablis, des trouées dans la canopée, qui permettent la régénération de cette forêt de Porquerolles. C'est vraiment très rare. La nature en libre évolution sur l'île surprend l'écologue. La forêt se réinvente en permanence. Plus elle se diversifie, plus sa capacité de résilience semble se renforcer. L'île de Porquerolles est bien plus qu'un espace de conservation. C'est un endroit unique en Méditerranée où les scientifiques peuvent étudier et comprendre les évolutions naturelles de la forêt. Ce qui est intéressant sur l'île de Porquerolles, c'est que ça nous permet de mieux comprendre quelle va être la dynamique future de ces écosystèmes forestiers. L'impact de l'homme, on l'a vu, est maintenant relativement réduit, voire très réduit. Par contre, il y a d'autres changements plus globaux qui se mettent en place, malheureusement à l'échelle de la planète, et notamment le changement climatique. Et donc, va-t-il y avoir progression de certaines espèces qui aiment la chaleur, des espèces qui sont dites thermophiles. Là, on touche du doigt le fil de l'évolution et Porquerolles est un laboratoire pour comprendre ces dynamiques qui sont très complexes. L'extraordinaire résilience de la nature est aussi en action sous l'eau. Les posidonies ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs aquatiques. Elles poussent tout autour de l'île, regroupées en herbiers sous-marins, depuis la surface jusqu'à 40 mètres de profondeur. Vues du ciel, les taches sombres clairsemées indiquent les dégradations subies par les herbiers de Posidonie. Ils disparaissent partout ailleurs en Méditerranée, arrachés par les ancres des bateaux et victimes de la prolifération d'algues invasives. À Porquerolles, ils se reconstituent, lentement, sous la surveillance des équipes du parc. Sandrine Ruiton est spécialiste des écosystèmes marins. Elle vient régulièrement examiner les herbiers de Posidonie pour en évaluer le bon état écologique. Alors là, on va faire une plongée dans l'herbier de Posidonie. On va faire quelques comptages d'invertébrés dans l'herbier, donc dans des quadras d'1 mètre carré. Et ensuite des comptages de densité. À une dizaine de mètres de profondeur, les destructions sont visibles. Une saignée provoquée par les chaluts de pêche peine à se refermer. Elle date des années 1950, avant la création du parc national.
À la base de la Posidonie se forme un amas de rhizomes et de racines. Appelé mat, c'est un enchevêtrement de végétaux et de sédiments qui s'élève très lentement, à peine 1 mètre par siècle. Les herbiers de Posidonie constituent de véritables oasis pour la faune marine. Ce sont des refuges pour des milliers d'animaux, comme ce pagure, plus connu sous le nom de Bernard l'Ermite. Ils abritent aussi de nombreux mollusques, comme la grande nacre. Devenu rare, c'est le plus grand coquillage de Méditerranée. Il peut dépasser 1 mètre de haut. Celui-ci est couvert d'une algue, l'ombrelle de Vénus, un signe de bonne santé des eaux. L'herbier de Posidonie est aussi un lieu de ponte idéal pour des milliers de poissons qui déposent leurs œufs à l'abri des prédateurs. C'est aussi une nurserie confortable qui héberge les premiers jours de la vie des juvéniles. Les saupes qui se déplacent en grands bancs sont principalement végétariennes. Elles affectionnent les Posidonies qu'elles broutent assidûment. Les feuilles de la plante sont couvertes d'animaux et d'algues microscopiques qui font le régal de nombreux autres poissons. Dans l'herbier, chaque espèce trouve sa place. Des créatures les plus minuscules jusqu'aux plus gros des carnivores qui rôdent au-dessus de la canopée marine. Presque immobile, ce corbe se laisse porter par le courant pour tenter de surprendre une proie. L'herbier, c'est aussi le terrain de chasse des mérous bruns. Celui-ci guette un poulpe ou un calmar imprudent, mais il ne se privera pas des milliers d'alevins à sa disposition. Le denti est lui aussi un habitué de l'herbier. Ce poisson carnivore doit son nom à sa redoutable mâchoire. Habituellement, la murène chasse la nuit. Ce redoutable carnassier est presque aveugle. Mais grâce à son odorat très développé, la murène repère facilement ses proies. Les herbiers de Posidonie sont les poumons de la mer. Grâce à la photosynthèse, ils rejettent de l'oxygène en grande quantité. Chaque mètre carré en produit 10 litres par jour. C'est 2 fois plus qu'un mètre carré de forêt équatoriale. À l'automne, la plante perd ses feuilles. Le ressac les emporte vers la plage. Quand elles s'échouent, les feuilles mortes se mélangent au sable et forment des tas compacts et presque imputrescibles qui protègent les plages de l'érosion.
C'est unique à Porquerolles. C'est unique d'avoir un littoral aussi grand avec ses plages naturelles. Alors, c'est aussi la preuve que l'herbier de Posidonie il est en bonne santé parce qu'on a une production de feuilles chaque année considérable. Tout ça, c'est fait sur des dizaines d'années, voire peut-être plus d'un siècle. Donc on a une partie très ancienne jusqu'aux parties les plus récentes. C'est tassé, on a l'impression même que la mer a rangé les feuilles, tellement c'est bien structuré. Et c'est ce qui en fait la robustesse. C'est un véritable monument végétal. Ailleurs, les feuilles sont ramassées. Elles déplaisent aux baigneurs qui les trouvent sales et ignorent leur rôle protecteur. L'herbier de Posidonie, c'est, je pense, l'écosystème méditerranéen le plus étudié depuis vraiment des décennies. Ce qu'on a vraiment compris plus récemment, c'est justement son rôle de puits de carbone et voire plus de ce qu'on appelle la séquestration du carbone. C'est-à-dire qu'une fois que le carbone est emprisonné dans les tissus végétaux, eh ben, il va y être conservé des milliers d'années. En moyenne, l'épaisseur de la mate sous un herbier en Méditerranée, c'est environ 4 mètres. Donc 4 mètres de carbone emprisonné pour des milliers d'années. Et ça, dans une dynamique de réchauffement climatique et de gaz à effet de serre, c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on appelle le carbone bleu. Et c'est une raison supplémentaire pour préserver ces herbiers. Grands producteurs d'oxygène, briseurs de houle, fixateurs de sédiments, les herbiers jouent un rôle primordial dans l'équilibre biologique de toute la Méditerranée. Ils nourrissent même des espèces venues du large, comme cette raie, surnommée l'aigle de mer, qui remonte des profondeurs pour se nourrir. Les Posidonies sont un élément essentiel de toute la chaîne alimentaire. Les oiseaux de mer profitent de la richesse des eaux de Porquerolles. Chaque année, les migrateurs font escale sur l'île pour se nourrir et se reposer. Ah, je vois des puffins là au large. Ça y est, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ils attendent d'aller à la pêche. Au printemps, Jérémy Jourdan observe le retour des puffins yelkois. Cousins des albatros, ces magnifiques oiseaux endémiques du bassin méditerranéen sont menacés d'extinction. En France, ils ne sont plus qu'une centaine de couples. L'île héberge ces voyageurs du large qui ne mettent l'aile à terre que pour s'accoupler et donner naissance à leur unique poussin de l'année. Protégés dans les cavités de la falaise, les juvéniles attendent le retour des adultes qui partent la journée à la recherche de nourriture. L'écologue Nicolas Courbin profite de la présence des puffins pour les étudier. Leur comportement et déplacement demeurent mystérieux tant il est difficile de les approcher lorsqu'ils sont en mer. Alors voilà, on y est. Voilà, on voit bien la colonie là. Les falaises avec les nids qui sont occupés, qu'on a contrôlés la semaine dernière. Parfait. Donc on a constaté pas mal d'oiseaux qui volaient. Il y a toujours la main courante là, qui passe en tête de falaise. Donc on l'a contrôlée aussi, hein, elle est bien. Ok, pas de elle est en état quoi. Allez, je vais te montrer le nid inférieur. Il est juste là. Attention. Alors voilà, celui-là, il est occupé. Tu vois, on voit les fientes. Il y a un peu de... Ouais, là, tu vois, là. Donc ça devrait faire ce soir, quoi. C'est voilà. Accessible. Il n'est pas trop grand, on peut le boucher facilement aussi. Ouais. Très bien. Le puffin est une espèce particulièrement intéressante pour la conservation des écosystèmes marins, parce que ça va être ce qu'on appelle une sorte d'espèce sentinelle. Le puffin, comme il est en haut de la chaîne alimentaire, ça veut dire que quand le puffin commence à aller mal, ça veut dire que toutes les espèces qui sont en dessous, il y a déjà des signaux qu'elles vont mal elles aussi. Et comme il est très difficile de suivre tout ce qui se passe dans l'océan, par exemple, hein, au niveau de tous les petits organismes, eh bien, en fait, en étudiant l'état de santé des populations de puffins,
Si elles sont en mauvaise santé, c'est qu'il y a des problèmes déjà en amont dans l'écosystème marin. Une opération délicate se prépare. Il faut agir par nuit noire et avec beaucoup de précautions pour rejoindre les nids dans la falaise. Voilà, faites gaffe, ça glisse quand même derrière là. Yelkouan est un mot d'origine turque. Il signifie âme en peine. Il fait référence aux cris plaintifs poussés par les oiseaux la nuit. On imagine sans peine l'étonnement et la terreur que ces cris, similaires à ceux des bébés humains, pouvaient inspirer aux marins de passage. T'as un poussin là? J'ai l'impression. En tout cas, ça sent. Il y a cette odeur très caractéristique. L'odeur est super caractéristique là. Tu le vois? Pour ne pas éblouir et perturber les puffins, l'équipe modifie l'éclairage de ses lampes frontales. Là, on va attendre. Ça peut durer une demi-heure, voire 1 heure, voire des fois beaucoup plus. Sur la gauche, sur la gauche. Un piaf. Ouais. Tu veux de l'aide ou? C'est cool de l'avoir à la repasse parce que je trouve chaud à avoir à la repasse. Avec douceur, Nicolas saisit le puffin adulte avant qu'il ne pénètre dans son nid. Un protocole de mesure débute dans le plus grand calme. « 88.2. 88.2. Cette nuit-là, les battements de cœur de cet oiseau menacé de disparition donnent un sens particulièrement émouvant au travail des écologues. On est sur une belle bête, hein. 472 grammes. Il est très relax. À la fin de l'examen, Nicolas pose délicatement une balise GPS sur l'oiseau. Ces 10 grammes de technologie vont permettre aux chercheurs de suivre ses futurs déplacements. La mission est un succès. 4 puffins sont équipés des précieuses balises. Le lendemain, Nicolas partage avec Jérémy le bilan des informations recueillies depuis 5 ans. On a équipé une vingtaine d'individus déjà. Là, tu vois, tu as Port-Cros, donc ça s'éclate vraiment en étoile. Et après, quand tu dézoomes, hop, Ah ouais, on voit qu'ils aura partent sûrement tous du vers lag. l'ouest, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Ils descendent jusqu'au large de Cerbère et le long des Cabillaud. côtes espagnoles. Et ils utilisent tout cet espace en fait disponible pour s'alimenter, principalement de sardines. Donc en fait, c'est une vraie mine d'informations, hein, ce genre de carte, parce qu'après on peut faire une corrélation avec beaucoup d'activités humaines et essayer de déterminer les menaces en fait. D'accord. Raréfaction des ressources alimentaires, disparition des lieux de nidification, captures accidentelles par les filets de pêche. Peu à peu, les puffins Yelkouan disparaissent. L'île de Port-Cros est devenue leur dernier refuge.
grâce au travail de protection des agents du parc, ils y sont en sécurité. Mais pour combien de temps encore ? Claude Lefebvre vit au fort de l'Estissac depuis 10 ans. Chaque matin, il contemple le paysage depuis le plus beau balcon du monde. Garde-moniteur à Port-Cros, il a effectué plus de 1000 plongées dans les eaux du parc national. Dans quelques jours, il va devoir quitter l'île pour prendre sa retraite. Ce matin, Claude conduit une dernière mission de recensement de la faune marine sur le site de la Galère, situé à l'ouest de l'île. Alain Barcelot, le responsable scientifique du parc, l'a rejoint pour participer au comptage. Profondeur max, ça sera 20. 2 fois par an, il recense 23 espèces de poissons particulièrement significatives de l'état de santé des eaux de Port-Cros. En comparant les résultats avec ceux des précédents comptages, ils détermineront l'évolution de leur population. Bon, on est parti alors. C'est bon. La diversité des paysages sous-marins de l'île est une chance pour toutes les espèces. Elle bénéficie des richesses de tous ces écosystèmes qui interagissent entre eux en permanence. Après 15 minutes sous l'eau, les plongeurs ont déjà répertorié 20 espèces différentes. Alain Barcelot constate que les seuils de régulation des populations sont dépassés. Le nombre d'individus par espèce est chaque année au-dessus des prévisions des scientifiques. Habituellement rares, les cérioles se comptent à présent par dizaines, tout comme les corbes, les serrans, les dorades et les loups. Dans cet espace protégé, une alchimie naturelle s'est développée. Du plus petit au plus grand, chaque élément de la chaîne alimentaire est en place. Tôt ou tard, une partie de ces millions d'alevins quitteront les eaux de Port-Cros pour coloniser d'autres territoires. Et c'est toute la Méditerranée qui en bénéficiera. À chaque niveau de profondeur, de nouveaux décors et de nouveaux acteurs de la vie marine apparaissent. Tous ont un mode de vie et des comportements variés qui peuvent s'exprimer pleinement dans les eaux protégées de Port-Cros. Parfaitement dissimulé dans le coralligène, un chapon attend sa proie. Après 60 minutes sous l'eau, les plongeurs ont complété leur liste et entament leur remontée. Soudain, un gigantesque banc de barracudas entre en scène. Leur mâchoire inférieure proéminente
armé d'une série impressionnante de dents pointues, en fait un prédateur redoutable. Il y a plus de 40 ans, à la fin des années 1980, les barracudas sont apparus en nombre à Port-Cros. La mystérieuse expansion de ces poissons originaires de l'Atlantique les a conduits vers le nord de la Méditerranée. Avec le temps et l'exceptionnelle préservation du territoire, les barracudas ont trouvé ici de la nourriture abondante et s'y sont reproduits. Ils font aujourd'hui partie du paysage sans avoir remplacé ni affaibli les autres espèces. Ce sont tous les écosystèmes qui se sont modifiés pour accueillir et répondre aux besoins de ces nouveaux venus. On a tout coché là. À la fin de plongée, c'était la folie. C'est bien de plonger à Port-Cros. On est arrivé à la fin, on avait quasiment toute la diversité des espèces. On sent que là, on a un effet de réserve qui s'exprime à fond. On est en cœur de parc et ça se voit, quoi, immédiatement. Le bonheur. On a même eu des espèces qu'on n'espérait pas avoir, comme le barracuda. Bon, on sait qu'il est présent. On a toute la chaîne alimentaire dans une petite colonne d'eau. C'est fabuleux, quoi, ça. Là, on était sous un aquarium. Grossièrement, on était dans un aquarium. 60 ans d'échecs et de réussites ont conduit les scientifiques à modifier leur mode de gestion du parc. Il ne suffit plus maintenant de protéger chaque espèce séparément, mais les milieux naturels dans leur ensemble. L'idée nouvelle est de laisser faire la nature, en lui donnant le temps d'exprimer sa résilience et son inventivité. Que ce soit au niveau sous-marin ou au niveau terrestre, la nature se débrouille très bien par elle-même. Donc à partir du moment où on la préserve, à partir du moment où on la laisse évoluer naturellement, les processus se génèrent, les équilibres se déplacent, on est dans une dynamique constante, il n'y a pas de situation stable et figée, tout est en évolution. Des fois il y a des diminutions, des fois il y a des augmentations de population ou d'espèces, c'est un cycle naturel. La réussite du parc national de Port-Cros est exemplaire. Beaucoup cherchent à s'en inspirer pour créer ailleurs dans le monde de nouvelles oasis de nature qu'il suffira de préserver des agressions des humains. Port-Cros devrait être la norme et non l'exception. Mais à l'échelle de la Méditerranée et de la planète, cette île ne représente qu'une petite enclave de nature préservée. Est-elle d'ailleurs vraiment à l'abri? En pleine saison estivale, 7000 visiteurs débarquent chaque jour sur l'île. Plus d'1 million par an. Un autre défi pour les gestionnaires du parc est de mettre ce patrimoine naturel à la disposition du public. Il s'agit de sensibiliser les visiteurs et de changer leur mentalité. Chaque île est une entité unique. La composition spécifique de Port-Cros, on va la rencontrer nulle part ailleurs. C'est ça aussi qui fait tout son intérêt, bien sûr, sa fragilité et la nécessité de conserver ce patrimoine naturel irremplaçable et unique. Ce que l'on aimerait, c'est que chaque visiteur qui vienne sur Port-Cros soit imprégné de cette magie du lieu. L'homme n'est pas à exclure, mais il doit venir dans ces lieux comme dans un sanctuaire, comme quand on rentre dans une cathédrale. C'est une cathédrale du vivant, Port-Cros.
L'histoire de Port-Cros est celle d'une renaissance à l'abri de la fureur de notre monde. Le témoignage d'une nature résiliente qui exprime toute son inventivité pour s'épanouir sans entrave. C'est le rêve d'une Méditerranée retrouvée qui nous gratifie de sa beauté et réveille en nous le bonheur d'être vivants.